troisième. Troisième. C'est le troisième. Il y en a 4 au total. Séminaire donc, qui a été organisé par les CRP Sud et Nord Aquitaine avec l'hôpital Robert Picquet, l'hôpital Charles Perrins et la CULP de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir faire un focus sur les démarches, les aides et les droits par rapport à ces populations déplacées ukrainiennes. Et je vais, sans plus tarder, laisser la parole à mon collègue déjà pour qu'il se présente. Oui, bonjour, Christophe Gabriel, psychiatre à l'ENPP à Charles Perrins, qui, voilà, avec Kevin, mon collègue psychiatre, Kevin Rossini, on va essayer de donner du rythme à cette présentation pour qu'on soit dans le timing et qu'on ne s'étire pas trop dans la soirée, que néanmoins on puisse quand même poser quelques questions. Donc effectivement, on va fixer une quinzaine de minutes pour chaque intervention. On va commencer avec Madame Mottet, Agnès Mottet, qui est directrice de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités au niveau de la préfecture de la Vienne, pour qu'elle puisse du coup nous parler des mesures qui ont été mises en place par la préfecture dans le contexte que l'on connaît par rapport à ces déplacés ukrainiens. Madame Mottet? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter la stratégie départementale qu'on a choisi de mettre en œuvre pour l'accueil et l'accompagnement des déplacés ukrainiens, tout en sachant que c'est une stratégie, comme je vous disais, départementale au département de la Vienne et qui se retrouve peut-être pas forcément dans les autres départements, même si bien évidemment, comme pour la mise en œuvre de toute politique publique d'accueil, on a quand même des instructions nationales. Je vais commencer par quelques chiffres qui sont quand même aussi révélateurs de la présence des déplacés dans le département de la Vienne. À ce jour, nous avons, enfin, la préfecture de la Vienne a enregistré 568 déplacés ukrainiens, dont 354 majeurs et 214 mineurs. Dès le départ, où on nous a annoncé effectivement donc, des arrivées des déplacés ukrainiens, par rapport à leur arrivée, leur accueil, on a souhaité mettre en place une stratégie d'aller vers. Se questionnant, en se disant bien évidemment naturellement que les déplacés ukrainiens qui allaient venir dans le département avaient vécu des traumatismes très importants et qu'il appartenait donc au service de l'État et à l'ensemble des opérateurs d'essayer d'être autant que faire se peut en guichet unique pour éviter donc des déplacements indus de ces déplacés. Donc nous avons décidé de mettre en place ce que je peux appeler une fusée à 3 étages avec des sas de mise à l'abri pour l'accueil immédiat. Et nous avons fait le choix dans le département, ce qui n'est pas le cas dans les autres, d'un sas qui se déploie sur les 3 arrondissements du département pour éviter justement, au tout début de l'accueil des déplacés ukrainiens, notamment des clusters liés à la Covid ou autres maladies, enfin, au vu de la situation médicale qu'on connaissait des déplacés ukrainiens. Donc, dans cette démarche d'aller vers, pour être un peu plus précise, sur les 3 sas de mise à l'abri, nous avons mis en place un guichet unique avec tout à la fois donc le service des étrangers de la préfecture, parce que le premier acte, c'est évaluer la situation des déplacés et leur remettre l'autorisation provisoire de séjour, qui est valable 6 mois et renouvelable, étant donné que tout ressortissant ukrainien doit solliciter cette autorisation provisoire de séjour et que c'est véritablement ce premier acte administratif qui induit l'ensemble ensuite des aides et des droits. Actuellement, ce sont 328 autorisations provisoires de séjour qui ont été délivrées. Donc, comme je vous le disais, un guichet unique mis au sein de chaque sas de mise à l'abri, tout en sachant qu'à ce jour, nous avons fermé les sas de mise à l'abri, mais que nous avons maintenu dans ces lieux-là, qui étaient connus des déplacés ukrainiens et de l'ensemble des personnes qui les accompagnent, on l'a transformé en accueil de jour. Donc, service des étrangers, mais aussi présence de l'OFI
étant donné que les bénéficiaires, après la délivrance de l'APS, s'ils satisfont aux conditions d'âge et de ressources, bénéficient de l'allocation demandeur d'asile, l'ADA. Et cette allocation est versée mensuellement au moyen d'une carte de paiement délivrée par l'Office. Bon, bien évidemment, c'est malheureux, mais c'est comme ça, l'activation de cette carte n'est pas immédiate. Il faut à peu près 35 jours en moyenne. Donc, dans ce laps de temps, pour faire la soudure, on a mobilisé donc, la solidarité locale avec l'ensemble des acteurs du territoire, notamment les CCAS et les collectivités territoriales. L'autorisation provisoire de séjour donne droit aussi à une affiliation à la protection universelle maladie. C'est bien évidemment très important, étant donné qu'on constate des difficultés et des freins liés à l'état de santé physique et psychologique des déplacés ukrainiens. Et donc, cet APS donne droit à l'affiliation à la protection universelle maladie et d'1 an à la complémentaire santé solidaire. Alors, dans le département, là encore, on a fait le choix d'être en guichet unique et c'est la préfecture qui, lorsqu'elle remet l'APS, remet immédiatement l'attestation valable auprès de la CPAM et on incite bien évidemment à ce que les déplacés ukrainiens conservent toujours sur eux cette attestation qui leur est délivrée pour la présenter aux établissements et professionnels de santé. Bien évidemment, il y a aussi un droit au travail et sur ce même accueil de jour et au sein de ce même guichet unique, au moment où on fait l'ensemble de l'évaluation administrative, on a bâti un questionnaire sur la base du questionnaire national Pôle emploi afin de voir quelles sont les compétences des déplacés ukrainiens, ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent continuer à exercer le métier qu'ils exerçaient avant, qui est le cas pour certains, ou si il y a besoin, notamment par rapport au barrage de la langue, à une formation linguistique qui est mise en œuvre avec le conseil régional. Et se fait aussi à ce moment-là, par rapport à l'âge des enfants et leur droit à la scolarisation. Je rappelle qu'en France, les enfants sont scolarisables dès 3 ans, que de 3 à 11 ans, ça se fait directement donc, à la mairie du lieu d'hébergement lorsque l'hébergement est stabilisé, et ensuite donc, au collège et au lycée. Donc tout ça est géré, j'allais dire, dans les des déplacés ukrainiens. Vous dire aussi également que donc, nous avons désigné, comme dans tous les départements, un opérateur, un opérateur de l'État, un opérateur de la veille sociale, qui est mandaté donc, par l'État pour coordonner la mission d'accueil, d'accompagnement, d'hébergement et de logement des déplacés ukrainiens. On avait demandé donc, aux collectivités territoriales et aux personnes morales de mettre à disposition sur la plateforme iDouane des hébergements collectifs ou des logements. On en a actuellement 598 dans le département qui ont tous été visités justement par des salariés de cet opérateur et ensuite qualifiés et équipés. Tout en sachant que là encore c'est un choix départemental et pour éviter des questions de traite des êtres humains, malgré une offre solidaire et citoyenne de 133 particuliers, nous avons fait le choix de privilégier l'hébergement collectif proposé par les collectivités territoriales et les personnes morales qui sont donc soit des hébergements collectifs de niveau 2 lorsqu'il y a besoin encore d'évaluation et d'accompagnement, notamment par rapport à l'état de santé, et ensuite du logement de niveau 3, donc des logements indépendants et mis à disposition gratuitement.
Bien évidemment, il y a un nombre de déplacés ukrainiens qui sont aussi par effet de solidarité nationale chez des particuliers, mais qu'on ne connaît pas forcément. Ils ont pu venir uniquement pour avoir le droit à l'APS qui donne ensuite la dame, mais n'ont pas forcément besoin d'accompagnement social. Moi, ce que je peux vous dire, après donc plusieurs semaines de mise en place de cette stratégie et puis d'aller rencontrer, de déplacer à chaque arrivée de bus, de comment dire, ou de Moldavie, parce que c'est ce qui est privilégié pour la région Nouvelle-Aquitaine, c'est que, alors, j'allais dire, il y a deux catégories de déplacés ukrainiens. On voit bien aussi l'évolution, hein. Dans un premier temps, on avait surtout des femmes seules ou des femmes avec des enfants en bas âge. Et puis, on a vu arriver des familles avec des personnes plus âgées, puis ensuite des hommes, et maintenant des hommes d'ailleurs blessés. Euh, J'allais dire, les premiers déplacés ukrainiens accueillis n'avaient pas besoin d'accompagnement social, étaient autonomes. Certains d'ailleurs se sont installés avec, enfin, de manière autonome dans des gîtes ou autres. Ce n'est que, j'allais dire, un tiers de la population accueillie qui a besoin d'un accompagnement. Par contre, lorsque l'accompagnement est nécessaire, il est vraiment lié à l'état de santé, c'est-à-dire psychologique, hein, par rapport à l'ensemble du traumatisme, mais aussi de plus en plus, on a accueilli des personnes handicapées, on est véritablement en difficulté là par rapport à une situation individuelle d'une jeune femme polyhandicapée, parce que se pose toujours la question aussi de l'entrée dans le droit commun et quelle place on laisse aux déplacés ukrainiens par rapport à l'accueil des autres personnes vulnérables qu'on peut avoir sur le territoire. Moi, ce que je constate aussi, c'est qu'un département comme celui de la Vienne, qui est un département un peu rural, les déplacés ukrainiens ont plutôt, enfin, sont étonnés, hein, parce qu'ils habitent surtout dans des grandes métropoles et n'ont pas forcément le permis de conduire. Donc, on a aussi les freins à la mobilité pour accéder à l'emploi. Vous dire aussi que dans le cadre de cette stratégie départementale, bien évidemment, on coordonne l'ensemble des acteurs et l'ARS, donc, pour reprendre le thème de votre séminaire, l'ARS coordonne bien évidemment l'ensemble de l'aspect santé des déplacés ukrainiens avec des réunions tous les 15 jours pour essayer d'agir au mieux. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, je crois, globalement. Nous n'avons pas eu de difficultés particulières. Là encore, les freins pour l'insertion, c'est au-delà bien évidemment d'une culture différente, mais là il y a une adaptation de part et d'autre qui se fait facilement. C'est l'accès donc à la langue. Donc ça, c'est quelque chose qui est mis en place avec le conseil régional et des formations qui sont faites. Et il y en a aussi qui sont mobilisées par rapport à l'OFI, mais véritablement, la plus grosse difficulté est liée à l'état psychologique et traumatique des déplacés ukrainiens. Et ça, on le constate sur les 2 dernières arrivées qu'on a fait, des situations extrêmement difficiles. Donc voilà, j'espère avoir été claire dans mes propos. N'hésitez pas à me poser des questions. Merci beaucoup, Madame Mottet, pour votre intervention. On va Merci. effectivement prendre des questions. S'il y a des questions ici déjà dans la salle. J'ai un petit micro. Si jamais. Justement, on voit bien la machine bien rodée de l'articulation un peu du mode d'entrée des demandeurs d'asile avec cette coordination sur les titres de séjour provisoire, la santé. Et puis là, un niveau supplémentaire, c'est l'articulation avec les collectivités territoriales. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous avez fait le choix de privilégier un hébergement plus collectif plutôt qu'un hébergement privé dans des familles. Qu'est-ce que vous appelez hébergement collectif? Quel type de structure? Et puis comment ça s'est passé? La préfecture, c'est pas
le maillage local. Donc, comment vous avez articulé ça? Dès l'annonce de l'accueil des déplacés ukrainiens, le préfet en personne, toutes les semaines, a fait des réunions avec l'ensemble des collectivités pour les inciter justement à déposer les offres sur la plateforme. Il a tout de suite indiqué que pour des raisons d'alerte, de traite des êtres humains des déplacés ukrainiens, parce qu'on a eu connaissance effectivement de pratiques abusives, pour pas dire plus, il a indiqué que lui, son choix, c'était de privilégier l'accueil dans des logements mis à disposition des collectivités territoriales. Il a vraiment beaucoup insisté, c'est quelque chose qui a marché dans certaines collectivités plus que d'autres. On a fait aussi le tour avec le conseil départemental et le conseil régional. Moi, je les ai appelés pour savoir s'il n'y avait pas des logements de fonction qui étaient disponibles et inoccupés. Donc en fait, ce sont des logements comme ça. Et puis on a notamment par rapport à un hébergement collectif de niveau 2, alors pour vous dire, pour vous préciser, l'hébergement collectif de niveau 2, c'est ce qui remplace maintenant les stages de mise à l'abri. C'est-à-dire que quand des déplacés ukrainiens arrivent, on les oriente immédiatement dans l'hébergement collectif de niveau 2. Avec notre opérateur, donc qui fait tout l'accompagnement et puis l'aide alimentaire, l'équipement vestimentaire, enfin tout ce qu'il y a besoin de faire, l'accompagnement justement sur les démarches que je vous disais en guichet unique, et ensuite ce qu'on appelle le logement de niveau 3, là c'est du logement individuel, autonome, mis à disposition gratuitement, où les déplacés ukrainiens y accèdent lorsqu'ils ont un emploi, qui leur permet ensuite d'être autonome financièrement. Et pour ceux, enfin, on a déjà plus d'une dizaine de cas où c'est le cas, soit de rester dans ce logement, soit ensuite d'accéder à un logement à travers les bailleurs sociaux ou tout logement qui ensuite d'entrer dans le droit commun. Et puis, pour un des hébergements collectifs, on a subventionné on fait une convention avec le CHU de la ville de Poitiers, enfin particulièrement une antenne de Châtellerault qui était inoccupée et on a pu faire des travaux de réfection et c'était une résidence autonomie en fait qui leur appartenait. Donc là, ça a vraiment été aller sur le terrain, chercher tout ce qui était disponible. On a aussi un village vacances dans le sud de la Vienne, dans un endroit aussi un peu bucolique, qui d'ailleurs est généralement privilégié parce qu'on a en plus des chalets avec équipement PMR. Donc on a essayé de travailler comme ça avec les collectivités territoriales. Je ne vous cache pas qu'il y en a certaines avec qui c'est spontané. Spontanément, ils nous ont appelés les premières semaines. On était vraiment même envahis par certains appels. Ensuite, quand on va visiter les lieux et puis pour arriver à la qualification, c'est autre chose. Et quand ils ont compris que c'était sur la durée, voilà. Je ne sais pas si je réponds de manière exhaustive à votre question, mais c'est le choix qui a été fait dans le département. Ça montre surtout que quand l'État a une volonté politique d'hébergement intégrative, elle en trouve les moyens. Voilà. Merci beaucoup. Il y a aussi une question qui était dans le chat, du coup, je vous la remets. C'est sur les réticences face à la vaccination des enfants pour l'entrée à l'école. Alors, en fait, il n'y a eu aucune réticence par rapport à la vaccination, parce que les premières arrivées étaient donc en période encore Covid. C'est vrai que c'est une population qui est peu vaccinée. La vaccination leur a été proposée. Enfin, moi, je n'ai jamais eu retour de difficultés, ni des adultes, ni des enfants. Alors, ce qui a été difficile à mettre en place, je ne vous cache pas, c'est de trouver dans l'urgence des médecins disposés à effectuer cette vaccination. On a eu vraiment beaucoup de mal et c'est d'ailleurs, on a libéré du temps qu'on finance nous à l'opérateur qu'on a choisi sur d'autres structures. Parce que, bien évidemment, cet opérateur a des médecins et des infirmiers et psychologues en lien avec les autres dispositifs. Et c'est que dans un deuxième temps, qu'on a pu mettre les choses en place avec la PAS et le MPP, mais c'est vrai que dans le département, on est en difficulté aussi par rapport
au nombre d'ETP de la PAS sur cet accueil en particulier, mais j'allais dire aussi dans le cadre des maraudes, enfin de l'ensemble des dispositifs en faveur des personnes vulnérables où ces services sont plus que nécessaires, hein. Donc, Merci. pas de résistance pour le moment. Mais là encore, on est sur un chiffre assez faible. Dans le département de la Vienne, on a 82 enfants scolarisés. Et ce qu'on a noté par rapport à la scolarisation des enfants, donc on en a 82 qui sont scolarisés, plutôt en école élémentaire, un peu en collège, étant donné que les parents des enfants qui étaient plutôt en fin de collège ou en lycée ont privilégié les cours digitaux. Ils nous ont indiqué inscrire leurs enfants à la rentrée prochaine. Bien, merci beaucoup, Madame Mottet. On vous propose peut-être de passer à la prochaine intervention. Merci beaucoup encore, Madame Mottet. Je vais du coup appeler Madame Jugy, qui va donc nous parler de la prise en charge des déplacés par les PAS, les permanences d'accès aux soins de santé. Alors, je ne sais pas si le docteur Isabelle Pouyanne se joindra à nous. Non, d'accord. Donc, du coup, ce sera une présentation à une seule voix. Et donc, l'objectif est d'illustrer la prise en charge des déplacés au niveau du département des Pyrénées-Atlantiques avec la PAS de l'hôpital de Pau. Ce qui peut être un peu plus fort. Là, c'est la flèche du bas. Chaque fois, je regarde. Ok, voilà. Non, et je vais réaliser un petit micro. N'hésitez pas à bien parler dans le micro. Enfin, je vais prendre mes petites feuilles. C'est vraiment comme ça. Bah, bonjour à tous, toutes. Donc, je vais vous présenter de manière en forme entonnoir en fait les PAS. Donc, je suis la coordinatrice régionale Nouvelle-Aquitaine de la zone sud, donc 2 zones, nord, l'ancien Limousin Poitou-Charentes, avec une collègue qui est basée au CHU de Poitiers, Mélanie Lebillon qui n'est pas là, et moi-même qui gère la zone Voilà. Vous avez vu, c'est une petite sud. différence. Je vais me faire gronder Comme sinon. vous voulez, mais je vais vous parler de Je ne suis pas tellement habituée. Je peux le prendre à la main? le tenir. Ah, bah On est voilà. bien devant parce que la plupart des gens qui prennent le micro à la main, quand ils tournent la tête, ils ne tournent pas le micro. Ok, Voilà. comme ça. Faire suivre. Voilà. C'est mieux. Excusez-moi. Du coup, voilà, moi je m'occupe de l'ancienne Aquitaine, 5 départements, du coup, voilà, et je suis basée au CHU de Bordeaux. Donc, les PAS, permanence d'accès soins santé, œuvrent pour une égalité d'accès aux droits et à la santé. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, 12 départements, vous le savez, 46 établissements de santé portent un ou plusieurs services PAS. Donc, par exemple, le CHU de Bordeaux porte 6 services. En tout, 52 services PAS en Nouvelle-Aquitaine pour une file active de 21 856 patients en 2020. Les chiffres de 2021 seront exploités à la fin de l'année. Donc, nous sommes la 2e région française après l'Île-de-France, qui a une énorme file active avec 55 000 patients par an, à posséder une importante file active de patients. Et nous avons aussi 4 régions qui avoisinent les 20 000 patients par an, à savoir PACA, Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Hauts-de-France. Donc, les missions d'une PAS, les PAS sont situées dans des établissements de santé. Elles ont été créées en 1998 suite à la loi relative à la lutte contre les exclusions pour permettre aux personnes en situation de précarité d'avoir un accès facilité à des droits et à la santé. Donc, 3 grandes missions: accompagner les personnes en situation de rupture de droits et de soins, réduire les inégalités d'accès à la santé et les renoncements aux soins, et permettre un retour de ces personnes vers le droit commun. Donc, les consultations sont effectuées par une équipe pluridisciplinaire, dans ce cadre-là. Donc, elles associent, on va dire, un trinôme aujourd'hui, médecin, infirmier, assistante sociale, puis sage-femme, chirurgien dentiste, parfois psychiatre, psychologue, etc. On en reparlera. Et ces consultations constituent une des portes d'entrée pour un accompagnement vers les soins des publics précaires. Ces interventions permettent un accès aux soins, aux droits de santé, une orientation vers le soin spécialisé et les acteurs de la veille sociale. Des actions de prévention et de promotion de la santé aussi sont
sont réalisés. Le public ciblé est constitué de personnes sans couverture sociale ou avec une couverture sociale partielle et des personnes désocialisées, marginalisées, en situation de précarité, qui ont vraiment besoin d'être accompagnées dans leur parcours de soins, quelle que soit leur situation au regard du séjour. Alors, bon, je vais peut-être passer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais voilà, les missions de la coordination, donc ma collègue et moi-même, sont globalement de soutenir et d'accompagner l'exercice de la mission PASS, d'animer le réseau régional des PASS. Alors, je fais un petit focus sur la journée régionale qui est organisée le 21 juin prochain. Voilà, les inscriptions sont ouvertes, elles sont à destination de tous les professionnels exerçant en PASS et EMPP et de leurs partenaires. Nous soutenons le recueil de l'activité des services et nous participons à des échanges nationaux, régionaux et locaux concernant les PASS. Et nous avons une collègue qui est sur le pendant psychique, la coordinatrice régionale des EMPP, qui est Alice Laborde et basée au CH Perrins. Donc il y a des petites cartes, je ne sais pas si on les voit bien en fait, voilà, mais pour définir voilà notre secteur. Alors, les files actives 2020 en Nouvelle-Aquitaine, ça va ? Oui. Donc, malgré une pandémie, la file active a sensiblement augmenté, alors faiblement, mais elle est plus significative en 2021, des 3%. Un quart de l'activité des PASS se réalise en mobilité. Il y a à peu près 1200 personnes de plus qu'en 2019. Les 2/3 des patients ont été vus aussi pour la première fois dans l'année de référence. Et environ 1200 patientes ont été vues dans le cadre d'un suivi de grossesse. C'était un peu plus, 240 personnes de plus qu'en 2019. Puis il y a un équilibre homme-femme, comme on peut le constater sur les données. Au niveau des ressources humaines, donc Madame Mottet l'a souligné, il y a parfois voilà, des besoins et des manques. Donc, il y a une nouvelle instruction qui est parue en avril 2022 qui régit le fonctionnement des PASS et qui acte notamment un indispensable trinôme de base à l'exercice PASS, qui est le médecin, l'infirmier et l'assistante sociale, ou l'assistant de service social, pardon, alors qu'au préalable, on était sur un binôme médecin-assistante sociale. Donc, on retrouve à peu près 120 ETP dans l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, avec 15 ETP de médecins, 45 d'infirmiers et 40 d'assistants de service social. Donc, les temps, on va dire que les temps médicaux sont majoritairement des temps partiels, c'est 0,20, 0,30 à peu près. Et puis, on voit un équilibre aussi se créer sur les temps infirmiers et assistants sociaux. Qui est aussi à l'œuvre de par la mobilité, puisque les infirmiers sont les pivots de cette mobilité. Après, selon les besoins d'un territoire, les équipes sont constituées différemment. Donc, on peut retrouver des temps de psychologues, des temps de pédiatres, de diététiciens, parfois de podologues, c'est assez rare, mais ça existe aussi, et des temps de secrétaire, c'est important. Oui, c'est après que ça vient. Ah. Pardon. Voilà, il me fait des petits mots comme ça en doute, c'est pour ça. Pardon. Voilà, concernant la mobilité, j'ai dit que je partais large pour recentrer après sur Pau. Pour aller au plus près du coup des publics ciblés, donc les PASS se déploient sur leur lieu de passage, vont auprès des acteurs de l'hébergement et de l'accueil et de l'aide alimentaire sur l'associatif. La PASS a aussi la possibilité de s'intégrer dans des maraudes et d'aller dans les squats et bidonvilles. Donc, cette mobilité permet de réduire le renoncement aux soins et de passer outre certaines difficultés, telles que l'isolement, les problèmes de déplacement, de non-perception du besoin de soins, des difficultés dans les repères temporaux et spatiaux et l'incompréhension parfois des démarches. Donc, cette mobilité, elle est soutenue depuis plusieurs années en région Nouvelle-Aquitaine, depuis 2017, je crois. Et celle-ci a été confirmée dans le contexte de crise sanitaire, dans la mesure 27 du Ségur de la santé, puisque nous allons voir apparaître de nombreux dispositifs précarité mobile. Les PASS sont aussi un dispositif qui est au sein d'un partenariat extra-hospitalier relativement riche. J'ai fait une petite fleur pour effectivement montrer l'ensemble des différents partenaires. Donc, on retrouve effectivement la préfecture qui vient de s'exprimer, parler de l'OFI ou des organismes d'asile, mais l'assurance maladie aussi, les municipalités, etc., les partenaires de l'hébergement et autres. Alors, Christophe, tu vas être satisfait puisque, plus spécifiquement,
La prise en charge des personnes déplacées d'Ukraine. Donc, c'est vrai que c'est une petite redite parce que Madame Mottet a précisé voilà, quel était le statut de protection temporaire qui permet de disposer de cette autorisation provisoire de séjour indispensable et de la CPAM qui va ouvrir les droits à l'assurance maladie. Donc, en pratique, elle vous l'a dit, on ouvre les droits sur présentation d'un document. C'est vrai qu'elle l'a décrit aussi, certaines préfectures, donc pas partout, mais voilà, peuvent simplifier, accélérer cette procédure sur certains territoires. Voilà, avec un octroi immédiat de cette protection temporaire et donc de ce fait une ouverture de droit santé immédiate avec une remise d'attestation comme elle a pu le souligner. Donc l'accès aux soins somatiques dans ce contexte, quand sollicite-t-on les PASS? Eh bien dans l'attente de cette ouverture de droit qui ne se fait pas du coup partout immédiatement comme décrit précédemment. Donc, dans l'attente de cette ouverture, l'orientation des personnes déplacées d'Ukraine peuvent se faire vers la PASS ou vers les PASS. Donc, celles-ci vont assurer des actions de prévention, d'orientation et de soins, alors notamment vers le centre de lutte antituberculeux, le CLAT. L'accès aux soins de santé doit être entendu au sens large, c'est-à-dire permettre une consultation de médecins généralistes ou spécialisés, des soins d'odonto, mais des consultations infirmières, des délivrances de médicaments. Et une fois les droits santé ouverts, les professionnels de santé de proximité peuvent assurer la prise en charge des personnes nécessitant des soins. Voilà, ce n'est pas toujours aisé puisqu'il y a quelques difficultés à pouvoir réorienter vers le droit commun, souvent en l'absence de médecine générale, prenant par exemple de nouveaux patients ou tout simplement n'ayant plus du tout de médecine disponible, notamment en ruralité. Donc, quelques outils sur notre site internet et puis aussi un passeport santé qui a été élaboré en Nouvelle-Aquitaine il y a quelques années et repris par Santé publique France, qui l'a adapté à l'arrivée des personnes ukrainiennes en le traduisant. Donc, vous pouvez le télécharger, il est sur notre site et il est disponible pour tous. Donc, je me fais la voix de ma collègue médecin qui est référente de la PASS de Pau, qui ont été sensiblement mobilisés dans cet accueil. Donc, pardonnez-moi si je n'ai pas les éléments de réponse peut-être aux questions qui suivront. Eux, sur leur territoire regroupe 3 PASS sur 3 CH, Pau, Oloron et Orthez. Un accueil de personnes ukrainiennes qui sont soit accueillies par leur propre famille, qui sont allées la plupart du temps les chercher, soit directement en famille d'accueil, soit en centre d'hébergement provisoire. Il y en a 3 centres sur leur secteur, donc Narcasté sur le secteur de Pau, Gottin-Libarex sur le secteur d'Oloron et Billières sur le secteur de Pau. Donc, je pense que c'est les établissements de niveau 2, peut-être que ce qu'on appelle les SAS, avec une période de 15 jours de prise en charge sur ces centres des personnes qui seront ensuite orientées vers les familles d'accueil. Donc, il y a un travail en amont qui est fait avec les associations qui organisent cet accueil, l'ARS 64 de Pau et le centre hospitalier de Pau qui associe le CLAT, le centre de vaccination et la PASS pour organiser au mieux l'accueil sanitaire et répondre aux besoins des personnes. Donc, il y a la théorie et la pratique, elle a bien insisté là-dessus, la médecin, Madame Pouillane, Isabelle. Les personnes doivent obtenir leur APS et leur attestation CPAM dès leur arrivée. Elles peuvent donc ensuite avoir accès à des soins classiques en médecine de ville ou en pharmacie de ville. Et une prise en charge en CLAT et en centre de vaccination leur est proposée. Donc, en pratique, malgré une très bonne volonté, le CLAT, par exemple, n'a pas pu se rendre dans les centres d'hébergement malgré des tentatives dynamiques. Le centre de vaccination n'a pas pu rencontrer tous les arrivants. Quelques personnes ont été vues à la PASS avec des demandes de soins somatiques ou de délivrance de traitements chroniques, notamment des renouvellements. Pas de demande immédiate de soins psychologiques ou psychiatriques. Et l'assistante sociale a dû effectuer 8 dossiers de demande d'ouverture de droit santé, donc PUMA C2S évoqué tout à l'heure. Donc, des problématiques sur les attestations sécurité sociale qui ne sont pas délivrées parce que l'APS n'arrive pas rapidement et qui n'ont donc pas accès de manière fluide à la médecine libérale et à leurs traitements éventuels par la pharmacie, malgré une aide précieuse à un travail rigoureux de l'ARS. C'est important de le souligner.
Ils ont rencontré une épidémie de gastro-entérite chez des enfants d'un des centres d'hébergement le jour de leur arrivée. Donc la PAS s'est déportée dans sa mobilité pour offrir des consultations avec tous les médicaments apportés sur place à la pharmacie hospitalière. Donc, ils y sont partis en trinôme. Ils ont également été confrontés à un cas de varicelle dans un centre d'hébergement, puisque la question du collectif a été évoquée tout à l'heure. Hein. Là, pour le coup, ce centre d'hébergement accueillait aussi une femme enceinte, d'où une organisation pour une vaccination de l'ensemble du centre qui aurait été indiquée. Mais n'a pas été effectuée. Donc, si j'ai bien compris, pour une question de temporalité administrative. Une autre personne en centre d'hébergement a pu aussi être accompagnée par la PAS, qui souffrait d'une pathologie chronique très sévère et qui a présenté une aggravation de son état de santé, qui a nécessité une prise en charge très urgente. Et de ce fait, la PAS a demandé à l'ARS de Pau que cette personne puisse être logée en proximité du CH de Pau, puisqu'elle était Gothanie-Barex et plutôt en zone rurale et éloignée des services hospitaliers. Et puis sur ce centre de Billières, cette implantation au centre de Billières, elle insistait sur le fait qu'il n'y avait aucun médecin libéral acceptant de recevoir des demandes de consultation non urgentes, ce qui est problématique du coup pour l'accueil et la prise en charge des personnes. Donc la PAS a pu accueillir finalement un petit volume de personnes, 28 personnes en tout, 22 femmes, 6 hommes, 9 enfants âgés de moins de 15 ans, 3 personnes de 16 à 25 ans, 11 personnes 25-59 et 5 personnes de plus de 60 ans. Ils ont réalisé 35 consultations médicales, 20 entretiens avec l'assistante sociale et 28 consultations infirmières. Elle précisait également que 8 personnes en provenance de Russie avaient été prises en charge à la PAS. Elles étaient accueillies par leur famille à Pau et celles-ci n'avaient pas d'APS, pas de droit et ont dû prendre rendez-vous sur Bordeaux pour faire une demande d'asile, ce qui a complexifié un petit peu leur prise en charge. En conclusion, malgré beaucoup d'appréhension et d'organisation aussi, et tant mieux, il y a eu un petit nombre de personnes reçues et finalement peu d'impact sur l'activité PAS. Les PAS n'étant pas forcément renforcés ou dotés en personnel, Madame Mottet l'a souligné, pour effectivement se retrouver avec une activité supplémentaire. Un travail en amont aussi qui a été important avec l'ARS de Pau et les associations impliquées, qui a été très important. Et la difficulté en zone urbaine à trouver des médecins libéraux acceptant de recevoir de nouveaux patients est soulignée à peu près partout, je crois, au niveau des patients. Voilà, c'est arrivé. Merci Elsa, c'est pas toujours facile de parler d'une expérience qu'on n'a pas connue, c'est toujours un peu ennuyeux. T'en es vraiment bien sorti, tu nous as vraiment bien décrit tout ça. On voit quand même, alors deux remarques, je passe la parole à la salle. Quand effectivement l'État s'organise pour qu'il y ait une réduction du délai entre le titre de séjour et l'obtention de CMU, en l'occurrence d'accès aux soins de santé par une protection, ça permet plus facilement d'accéder aux droits communs et puis aussi peut-être la mobilisation du corps sanitaire face à cette population, à cette migration. Première question, je ne sais pas si c'est un avis là-dessus en tant que coordinatrice des PAS, c'est intéressant. Ce point-là de délai de 3 mois qu'ont les demandeurs d'asile habituellement pour freiner un peu l'accès systématique aux droits rapidement. Et puis deuxièmement, est-ce que vous avez eu des injonctions de l'ARS? On voit en arrière-plan le modèle, il y a une migration, donc le modèle des maladies infectieuses du 19e siècle, bien sûr, renforcé par la crise du Covid, bien évidemment. Mais est-ce que vous avez eu une espèce de phobie de l'ARS pour dire il faut se protéger d'une infection qu'on ne connaîtrait pas, tuberculose ou autre? Voilà, 2 petites questions. Pas d'injonction, mais oui, des attentions à avoir. Pas de... oui, pas d'injonction, mais des attentions à avoir par rapport effectivement à l'état de santé des personnes déplacées d'Ukraine, notamment l'attention sur la tuberculose, les infections pulmonaires, des choses comme ça. La question de la vaccination est évoquée aussi, les animaux. De compagnie qui pouvaient aussi être présents dans les voyages et pas toujours vaccinés. Et puis ta première question, c'était sur le délai.
Le délai pour les demandeurs d'asile, la carence, oui, effectivement, l'impact, oui, on l'a vu sur l'aide médicale d'État aussi, avec pas mal de restrictions, et effectivement, ce nouveau public qui arrive, en passe, c'est un souci parce qu'effectivement, les passes n'ont pas été renforcées. Je ne sais pas si les EMPP vivent la même chose, mais les passes n'ont pas été renforcées et du coup, c'est un public supplémentaire. Et du coup, effectivement, c'est une attention qu'ils doivent avoir de plus et pas toujours avec les moyens requis. Voilà, après c'est comme ça, hein, voilà. La loi, on a pu s'exprimer là-dessus, mais je trouvais dommage qu'effectivement, l'ouverture des droits, alors que ce sont des personnes en séjour régulier, ne puisse pas leur permettre un accès fluide voilà, à la médecine de ville. Après, l'AME aussi a vécu ces restrictions, ce qui a un impact aussi considérable dans le fonctionnement des passes, sur l'ouverture des droits, qui est de plus en plus laborieuse aussi, voilà, qui parfois retarde finalement l'accès aux soins des personnes, même si elles sont repérées et qu'elles savent qu'elles sont en passe. Donc, c'est aussi un souci. Est-ce qu'il y a des questions ici? Dans la salle, peut-être? En ligne, pour le moment, non. D'accord, en ligne, il n'y en avait pas. En ligne, pour le moment, il n'y en a pas. J'ai qu'à me demander, je n'ai pas de réponse. Dans la salle, j'ai des questions. Non. Bien, Merci Madame Gégé, merci beaucoup. Merci. C'est bon pour vous? Parfait. On vous propose d'enchaîner avec la troisième intervention avec Monsieur David Lenéché, qui est coordonnateur chez Médecins du Monde, qui va nous parler du projet PRISM, qui permet de proposer aux professionnels de santé libéraux et aux patients non francophones un accès à des solutions d'interprétariat professionnel. Hop, pareil. Flèche du bas, à chaque fois, parce que je me suis permise de me mettre là. Oui, pas de problème. Aucun souci. Alors, Ouais, je l'ai fait quelques minutes. C'est exactement les mêmes textes au même endroit. d'accord. Ok. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis David Lenéchette, coordinateur à Médecins du Monde. Alors, très rapidement, Médecins du Monde, que vous connaissez probablement de nom. Donc, on est une association médicale de solidarité internationale. Donc, on est prêt. Ah, plus près encore? Enfin, comme Elsa, du coup. C'est mieux là? Ok. Donc, on est présent un peu partout dans le monde et puis également en France, notamment dans les grandes communes. Et donc, à Bordeaux, on est présent depuis 1986. On a à peu près, alors ça varie en fonction des années, mais actuellement, on a 2 programmes. Un programme fixe de centre d'accueil, de soins et d'orientation, où les gens viennent dans notre centre. On a des consultations médicales, psychologiques et psychiatriques et sociales pour les personnes qui ont des difficultés à se soigner. Et on a essentiellement des patients migrants. Alors, on est ouvert à tous, mais la réalité des personnes que les personnes vivent font que les personnes migrantes viennent chez nous dans un premier temps. Et puis, on a un deuxième programme aussi actuellement, le programme mobile, qui nous permet d'aller dans les squats et les bidonvilles actuellement, pour aller vers les personnes qui ne viennent même plus jusqu'à soit le droit commun, soit les institutions, soit l'hôpital, soit Médecins du Monde, etc. Donc voilà, ça fait quelques années qu'on est présent ici, et donc ça nous permet de faire certains constats sur les barrières que les personnes rencontrent dans leur accès aux soins. Alors les barrières, elles sont nombreuses. La première, c'est la difficulté pour accéder à la couverture maladie. Alors dans le cadre des Ukrainiens, c'est un peu moins une difficulté puisque, donc on l'a vu, une fois qu'ils ont leur autorisation provisoire de séjour, automatiquement c'est envoyé à la CEPA, mais ils ont une ouverture de droit dans les 15 jours généralement, c'est à peu près ce qu'on voit nous. Donc ça, c'est quand même super agréable pour eux. Mais nous, on s'occupe certes des Ukrainiens, mais aussi des autres personnes qui ont des difficultés à se soigner. Ce n'est pas le cas pour tous. Il y a également des difficultés à se repérer dans le système de santé français, de comprendre un peu comment ça marche, c'est quoi le rôle d'un médecin traitant, pourquoi il faut aller voir son médecin avant d'aller voir un spécialiste, le rôle de l'hôpital, etc. Enfin, tout ça, c'est pas forcément très clair. Le fait que les personnes, une autre barrière aussi, donc que les personnes, du fait de leur situation de précarité, la santé, c'est pas forcément la priorité quand on n'a pas d'argent, quand on doit manger. Alors, on va peut-être retarder les rendez-vous chez le psychiatre, chez machin, parce qu'on peut avoir d'autres priorités un peu plus urgentes. Bon, voilà, il y a plusieurs barrières comme ça, et puis donc je passe, parce que je crois que le temps est
est assez restreint. Et la dernière problématique, c'est la problématique de la langue. Et là, ça va nous intéresser aussi pour les Ukrainiens, puisque nous, Médecins du Monde, quand on reçoit les personnes, donc on va les soigner un petit peu comme ce que fait la PAS, dans la mesure du possible, parce qu'on a un plateau technique beaucoup moins développé que l'hôpital, évidemment. Mais on va leur proposer des soins et également un accompagnement social pour qu'il puisse y avoir une ouverture de droit à la sécurité sociale, etc. Voilà. Il manque une partie, je vois, de... C'est normal, ça va arriver. Ah, Oui, ça a mis- c'est ça, il y a des Animation, hein. petites animations Magnifique. pour vous tenir éveillé. Et donc, donc oui, tout à fait. Donc la problématique de la langue, donc nous on accompagne les personnes et puis une fois qu'elles ont des droits ouverts, notre objectif c'est quand même de les orienter vers le droit commun. Donc on les réoriente tout de suite vers les médecins traitants, enfin voilà, l'idée c'est Médecins du Monde, on est là sur un temps un peu compliqué pour les personnes et ensuite aller comme tout le monde voir votre médecin, etc. Sauf que les personnes revenaient malgré les orientations qu'on faisait. Et une des raisons c'était les barrières de la langue. Nous, à Médecins du Monde, on utilise beaucoup l'interprétariat par téléphone. On a une ligne budgétaire assez conséquente pour ça, mais ça permet de bien comprendre les raisons de la personne, la situation de la personne, de démêler des situations, et puis que la personne comprenne en retour le traitement à prendre, comment. Mais nous, on estime que ça permet une meilleure observance, qu'elle comprenne aussi un petit peu la pathologie qu'elle a, euh, les démarches administratives à faire, etc., etc. Donc, on utilise ça beaucoup. Et donc, face à ce constat et donc à nous, l'utilisation qu'on avait d'interprétariat par téléphone, on a du coup proposé à l'Agence régionale de santé en partenariat avec d'autres acteurs ce projet Prisme donc, qui est de mettre à disposition des professionnels de santé libéraux, donc médecins généralistes, médecins spécialistes et sages-femmes, l'interprétariat par téléphone gratuitement, à partir du moment où ils sont inscrits dans le dispositif, mais ça ne coûte rien, à usage illimité si besoin, et également de l'interprétariat en présentiel si besoin lors des situations notamment un peu complexes ou que le patient vienne directement avec l'interprète professionnel plutôt que le patient vienne avec le voisin, le cousin, la fille pour parler des problématiques de santé qui peuvent poser problème au niveau du secret médical, de ce on a envie de partager avec le médecin et pas forcément avec son enfant. Enfin voilà, il y a plein de choses là-dessus. Donc ça, c'est le premier axe et on propose donc depuis 2022 et pour 2023 aussi à tous les médecins libéraux. Alors pour l'instant, c'est uniquement sur Bordeaux Métropole et Angoulême Métropole, parce que ce projet, il a été construit en 2021. Donc c'était avant l'arrivée des Ukrainiens, c'était pour les patients allophones en général. Et donc là, pour les Ukrainiens, ça va pouvoir en tout cas être utilisé dans ce cas-là également. Et le deuxième point, c'est une recherche-action sur les freins et les leviers de pourquoi on utilise l'interprétariat quand on est un professionnel de santé ou pourquoi on ne l'utilise pas. Et c'est pareil pour les usagers, les patients. Est-ce que ça leur facilite leur consultation médicale et leur compréhension, etc., etc. Voilà, et donc 2020, donc ça c'est pour 2022 et 2023. On va également ouvrir à d'autres villes qui sont Pau, Bayonne et Poitiers avec un S, ce sera mieux. Mais voilà, c'est donc les 5 villes là pour 2022-2023, en sachant que c'est un projet test et l'objectif pour Médecins du Monde, c'est qu'à partir de 2024, ce soit un projet qui soit repris par l'Agence régionale de santé au niveau de Nouvelle-Aquitaine pour tous les professionnels de santé libéraux et pour tous les types de patients, ukrainiens, ougandais, enfin peu importe le pays de provenance. Voilà, donc l'interprétariat professionnel, les différents intérêts, bon, bah, c'est ce que j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est la qualité des soins équivalente qu'on soit patient étranger ou patient parlant français. Une relation de confiance médecin-patient qui est quand même un peu plus développée quand on arrive à échanger autre chose que sur Google Translate. Alors, je ne critique pas Google Translate, c'est pas mal pour dépanner, mais c'est vrai que si on veut aller un peu plus loin et être sûr que la compréhension se fait, ça permet quand même d'avoir un échange un peu plus riche. Une autonomisation de la personne. Et alors nous, donc dans le projet, c'est l'association ISM au téléphone qui s'occupe de traduire, donc que beaucoup connaissent, je pense, qui sont très spécialisés dans le médico-social. Et pour l'interprétariat en présentiel, c'est l'association IMEDI. Et donc voilà, ce sont des interprètes formés spécifiquement sur la question du médico-social et donc qui ont une posture professionnelle de neutralité, etc. etc. Ça a pu poser question au début, parce que les personnes avaient peur que venant de la communauté de Bordeaux, se disent là, mais en fait, ils vont connaître une bonne partie des gens, mais bon, voilà, ça permet quand même, le fait que ce soit des professionnels, justement, d'éviter ce genre d'écueil. Voilà.
Alors, voici le petit flyer qu'on distribue à tous les professionnels de santé, donc des communes que j'ai énoncées auparavant. Évidemment, en acte manqué, j'ai oublié d'en amener ici. Donc, pour s'inscrire, c'est en bas, vous avez le contact, le téléphone et l'adresse email. Donc, j'invite les gens qui nous regardent en visio à bien noter le contact et envoyer un email ou à téléphoner à ce numéro-là. L'inscription est gratuite et c'est assez rapide. Il faut juste envoyer votre nom, votre prénom, la carte professionnelle et dans les 24 à 48 heures, vous avez le retour avec votre code d'identification. Et là, vous pouvez commencer à l'utiliser à l'extérieur. Voilà. Ça, ce sont les financeurs actuels. Donc, nous avons l'ARS pour moitié du projet et la Fondation NES qui nous finance également une petite partie. Voilà, moi c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup pour votre exposé. Oui, Caroline Maury et Denis Azoua nous avaient exposé lors du premier séminaire l'intérêt de la traduction. On ne va pas revenir dessus, ils avaient fait très bien ça. Je trouve que c'est intéressant d'avoir articulé, c'est un beau projet, c'est évident, c'est une mutation, on sait tous, hein, d'avoir articulé deux niveaux de réponse qui sont du téléphonique qui répond à de l'immédiat et à des choses un peu plus basiques, techniques, et puis le présentiel qui est plus lié à une approche un peu plus approfondie, parfois psychologique ou psychiatrique. Et je trouve que c'est bien d'offrir les deux. Et est-ce que vous avez déjà un niveau un petit peu de réponse au moins subjectif auprès de médecins libéraux, parce que c'est quand même eux qui sont concernés et qui ont ce temps-là dans l'immédiateté? Est-ce que ça fonctionne? Alors oui, tout à fait. Donc l'interprétariat par téléphone est plus utilisé très clairement par les professionnels de santé libéraux parce que c'est assez rapide en fait. On n'a pas besoin de prendre rendez-vous avec l'interprète et de se caler un rendez-vous le jour J, etc. Le patient vient et il ne parle pas français. On appelle ISM interprétariat et en à peu près 3-4 minutes, on a l'interprète au téléphone. Enfin, quelle que soit la langue, il y a entre 60 et 100 langues. Enfin, c'est vraiment hyper bien fait. Alors, les coûts, c'est pas donné, mais en tout cas, c'est très, très, très qualitatif et ça fonctionne très bien. L'interprétariat en présentiel, à l'inverse, ça, c'est une autre modalité où on souhaitait rendre vraiment le patient acteur de sa consultation médicale. Et donc, ça peut être, c'est plus utilisé quand c'est le patient qui sollicite directement l'interprète. C'est-à-dire que le patient sait qu'il va aller chez le médecin, va demander un interprète à Imédi, qui du coup va organiser ça. Et en fait, le médecin n'a pas organisé ça, et du coup, c'est plus facile. D'autant plus qu'à Bordeaux et Angoulême, les médecins sont quand même très surchargés d'activités. Donc, c'est plutôt via les patients que l'interprétariat en présentiel est utilisé. Est-ce qu'il y a des questions sur la messagerie? Oui. Oui. Alors, je ne sais pas si on m'entend quand je parle. Est-ce qu'il va? On va quand même essayer avec le micro en plus. Si je suis désolée, c'est super puissant. Viens me parler dedans. Du coup, ça rejoint un peu la question de Christophe Lagarière par rapport aux médecins libéraux, parce que quand on travaille dans le secteur associatif sur des dispositifs d'hébergement, effectivement, très facilement, on va avoir les 3-4 médecins avec qui on a l'habitude de fonctionner. Alors, est-ce que si effectivement, vous avez vu une différence et vous avez réussi à sensibiliser d'autres médecins, parce qu'effectivement, il y avait certainement la différence linguistique, on en a beaucoup parlé dans d'autres moments. Il y a aussi la différence culturelle, il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte, qui font qu'il y a des freins à lever auprès des médecins libéraux. Alors, est-ce que du coup, on a accès à davantage de médecins libéraux, en tout cas grâce à cet outil? Alors, oui, on a accès à davantage de médecins libéraux puisqu'on a une trentaine de médecins qui sont inscrits aujourd'hui. Donc, on espère en avoir plus. J'ai oublié le début de votre question. Est-ce que ça nous a permis, du coup, de fédérer sur les autres freins. médecins libéraux, oui, voilà, sur Bordeaux notamment? Ouais, en fait, le projet PRISM, il vient déjà d'un autre projet qui a duré de 2020 à 2022, de 2019 à 2021, pardon, où on a Médecins du Monde à proposer aux médecins qui étaient intéressés déjà l'interprétariat par téléphone. Donc, on en a eu d'ailleurs une bonne vingtaine qui s'étaient inscrits. Et en fait, sur la vingtaine, il y en a une entre 10 et 15 qui utilisaient l'interprétariat. Ça pouvait être une fois par an. Il y en a qui, malgré le fait qu'ils avaient la possibilité d'utiliser l'interprétariat, continuaient sur Google Trad ou d'autres logiciels de traduction. Et en fait, voilà, nous, l'objectif, c'est pas que les médecins l'utilisent à fortiori 100%, c'est que voilà, quand on a besoin et que le patient, on sent que c'est pas, il y a un blocage, bon, bah voilà, on peut utiliser l'interprétariat. Et en fait, ça devient un droit pour le patient d'avoir
d'être compris lors de sa consulte, etc. Mais justement, le fait d'ouvrir à tous les médecins libéraux, donc là c'est notre boulot de communiquer là-dessus, c'est que plus il y aura de médecins inscrits à Prism, effectivement, c'est un des freins, c'est une des appréhensions que les médecins libéraux avaient lors du précédent projet, c'est-à-dire, oui, mais moi, une fois que tel bulgare saura que j'ai un interprète en bulgare, je vais avoir toute la communauté bulgare ou autre communauté chez moi. Voilà. L'idée, c'est justement ça, d'ouvrir à un maximum de médecins pour qu'à partir du moment où ça devient un droit, ils pourront choisir leur médecin, et généralement, c'est le critère géographique quand même qui est commun. Et la deuxième chose que j'avais, mais je comme sortie de l'esprit, je sais plus, mais oui, voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est de pouvoir que chaque patient puisse avoir accès à un médecin traitant, ou une sage-femme, ou un médecin spécialiste. Vous avez des questions en ligne, si vous voulez. Il y avait 3 petites ici. Ici. Si vous voulez y répondre, c'est Oui. personne-là. Alors, si on est médecin scolaire et donc pas libéraux, qu'existe-t-il comme possibilité d'accéder à un interprétariat? Alors ça, je ne sais pas pour la médecine scolaire. Effectivement, on nous a aussi beaucoup posé la question pour l'hôpital et mais en fait, l'ARS, donc qui cofinance en grande partie le projet, finance déjà des lignes pour les hôpitaux. Peut-être les services ne sont pas au courant, ou il y a des critères spécifiques. Voilà. Pour la médecine scolaire, ça, honnêtement, je n'ai pas du tout de billes là-dessus. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Mais en tout cas, ça ne fonctionne pas pour le projet Prism. Alors, la question numéro 2. On a vu l'inscription auprès d'Imedi, mais comment font les médecins libéraux pour l'usage d'ISN dans le cadre de Prism? Alors, c'est assez simple. Une fois que vous êtes inscrit à Prism, vous allez recevoir un code par email. Et avec ce code-là, et le numéro évidemment d'ISN pour ce qui est du téléphone, une fois que vous avez un patient qui est allophone, et donc vous avez besoin, vous appelez ISN, en 30 secondes, 1 minute, vous avez l'association ISN qui va vous demander votre code d'identification que vous avez eu par mail et la langue que vous souhaitez avoir. À partir de ce moment-là, hop, ils vont envoyer un message en fait à plein d'interprètes en France pour savoir, voilà, je voudrais parler en arabe Libye, ok. Hop, et donc là, le premier interprète qui répond, vous serez directement en contact avec lui. Et généralement, ça se fait en 2, 3, 4 minutes max. Alors, il peut arriver dans certaines langues que ça dure un peu plus longtemps. Et voilà un petit peu comment ça fonctionne. Une des appréhensions aussi qu'on avait lors du précédent projet, c'était que ça allait rallonger la consultation médicale. Et du coup, les 2 ans d'expérience précédentes nous ont montré en fait que l'utilisation de l'interprétariat pendant la consulte, c'était en moyenne 9 minutes. Donc sur une consulte, on peut partir de 20 minutes. Bon voilà, ça rajoutera peut-être 2-3 minutes, mais pas grand-chose au final. Voilà. Mail, alors, d'accord, on a vu, hop, mais le dispositif est réservé aux libéraux. Oui, absolument. L'objectif du projet, c'est vraiment de réorienter les patients qui ont des droits vers la médecine libérale, la médecine de ville, comme tout à chacun. Et donc, du coup, pas les médecins salariés, effectivement. Pour la médecine universitaire, ouais, désolé, non plus. À partir du moment où vous n'êtes pas... Alors, il peut... voilà, non, là-dessus, je sais pas. 30 médecins, ça semble peu sur Bordeaux Métropole. Tous les médecins et sages-femmes hors Bordeaux Métropole ont-ils eu accès à ce dispositif? Alors, 30 médecins, ça paraît peu, effectivement. Bon, il faut savoir que le projet a commencé en janvier. Donc, c'est pas voilà. C'est aussi pour ça que nous, on communique beaucoup sur ce dispositif, parce qu'on espère que ça va marcher. Il faut savoir que ça existe déjà dans d'autres régions, notamment, je pense, à Pays de la Loire. Et alors, c'est pas Prism, c'est autre chose, c'est piloté par l'URPS des médecins libéraux de Pays de la Loire. Et il y a à peu près 10% des médecins, et là, ça fait plusieurs années que ça existe, et il y a à peu près 10%, donc je sais pas, je vais dire une bêtise, il y a à peu près 500 médecins, je crois, dans la région, et il y en a une cinquantaine qui l'utilisent, qui sont inscrits au dispositif. Ici, à Bordeaux Métropole, on a à peu près 900 000 médecins libéraux. On espère, oui, je crois avoir vu ça, c'est à peu près ça. Et 9 000 c'est vrai? En médecins libéraux? Non, c'est la Gironde, j'ai entendu 900 000. Oui, non, voilà, là, c'était sur Bordeaux Métropole, on est à peu près à 900. Ah non, oui, 900 ou 1000 à peu près, entre 900 et 1000 médecins généralistes. Donc voilà, on est à peu près à 900 médecins généralistes sur Bordeaux Métropole. Donc on espère à peu près atteindre à peu près les 10% aussi, mais là, comme ça fait donc 5 mois maintenant que c'est en place, voilà, ce qui explique le chiffre un peu faible. On a raté le tiré. Et voilà. Sur les sages-femmes, on est un peu faible, on n'a que 3 sages-femmes inscrites, alors qu'on en a contacté une bonne soixantaine. Voilà. Et on a, alors à l'inverse, on a contacté
une dizaine de spécialistes, et non, 5 ou 6 spécialistes, on a une dizaine qui se sont inscrits, donc ça passe aussi en dehors Pardon. Voilà, dernière question peut-être. Moi, j'ai juste une petite question sur la communication. Vous n'avez pas ciblé avec les conseils de l'ordre ou les URPS, justement, pour pouvoir... Ouais. Alors, l'Ordre des médecins a envoyé un mail et l'a posté sur son site web, donc il y a 2 mois de ça. L'Ordre des sages-femmes également. Enfin, oui. Et les URPS ont le contact. Alors, on a certaines réponses de certains URPS et puis d'autres URPS qui ne répondent pas. Donc, c'est toujours le problème d'avoir le bon contact, que mon contact soit dispo et puis qu'il accepte d'envoyer aussi le mailing à tous les réseaux. Donc, nous, on a cette stratégie de communication un peu large. Et après, on a aussi une stratégie de communication un peu plus individuelle, c'est-à-dire qu'on va avoir des patients qui ont des médecins traitants dans le cadre de Médecins du Monde, ou les structures partenaires qui font de l'hébergement des demandeurs d'asile, par exemple, qui vont orienter. Voilà, là, on va essayer de récupérer le nom du patient pour l'appeler. Et pour ça, on a une équipe de bénévoles, que je remercie d'ailleurs, avec notamment des médecins pour appeler les médecins, parce que c'est plus facile pour échanger, des sages-femmes pour parler aux sages-femmes, etc. Et donc, il y a aussi cette stratégie-là de communication un peu plus, beaucoup plus fine, quoi. Mais on est ouvert si vous voulez balancer l'info à tous vos collègues libéraux. Franchement, n'hésitez pas, je vous envoie le flyer en numérique sans problème. Avec plaisir. Bon, très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. On va enchaîner du coup. Donc, c'est Madame Sandra Baudin-Ferré qui va nous parler de l'accompagnement social et de l'accès à la citoyenneté. Madame Baudin-Ferré est directrice territoriale Gironde et Puy-de-Dôme pour le groupe SOS Solidarité. Et donc, on va lui passer la parole. Voilà, ça commence la présentation. Pareil, toujours pareil, flèche du bas. Ça marche. Voilà. Je peux suivre? C'est comme vous voulez. Je vais essayer, je fais comme tout le monde. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, Sandra Baudin, moi je suis directrice départementale pour l'association SOS Solidarité sur le territoire. Je n'ai pas pris de petite slide pour l'association, mais du coup, pour vous en dire quelques mots, on œuvre auprès des publics donc sans domicile fixe, des réfugiés, des demandeurs d'asile, des sortants de prison, des personnes placées sous main de justice, du public polypathologie chronique, des personnes porteurs de handicap et des personnes qui sont en difficulté sur des circuits hébergement-logement. Donc globalement, sur la Nouvelle-Aquitaine, voilà un résumé de nos activités. Par rapport à l'intervention qui m'est proposée, du coup, je vais parler de l'accompagnement social. Donc, je vais éviter les redites parce que, du coup, comme on est bien dans la thématique, les différents intervenants qui sont passés un petit peu avant moi ont déjà évoqué certaines choses. Donc, voilà, je vais peut-être passer vite sur des choses et puis revenir de manière plus profonde sur d'autres parce que j'ai vraiment apporté l'outillage des travailleurs sociaux. Donc, je devais venir avec un travailleur social qui œuvre sur le terrain au quotidien, mais qui est parti vers une autre activité en cette fin de journée. Alors, premièrement, je pense qu'il était important de distinguer un réfugié d'un déplacé. Je ne sais pas si vous avez déjà l'occasion d'en entendre parler pendant les autres séminaires, mais le réfugié, c'est une personne qui a dû fuir son pays afin d'échapper à un danger et qui obtient l'asile politique octroyé par la France. La procédure pour obtenir ce statut de réfugié est une démarche qui prend plusieurs mois. Par ailleurs, le statut de réfugié ne permet plus de retourner dans son pays d'origine, car on considère que celui qui a obtenu ce statut y a menacé. Ça, c'est la définition d'un réfugié. Donc, les réfugiés, c'est les personnes qui sont accueillies dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile, qui obtiennent le bénéfice de la protection et qui ont soit une protection subsidiaire, soit un statut de réfugié. Ici, pour les populations ukrainiennes, on parle de déplacés. Un statut déplacé permet à quiconque de retourner dans son pays d'origine une fois que la situation y est stabilisée. C'est une protection temporaire qui est ainsi mise en place afin que les Ukrainiens qui le souhaitent puissent retourner dans leur pays dès que les conditions sûres et durables y seront assurées. Alors, par rapport à la protection temporaire, on en a parlé dans les 2 présentations précédentes. Sont éligibles à la protection temporaire 4 cas. Donc, On va le dire si vous voulez. je sais pas si c'est affiché. Alors, le cas numéro 1, tout ressortissant ukrainien et qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022. Cas numéro 2, les non-ressortissants ukrainiens qui bénéficient d'une protection internationale ou nationale équivalente octroyée par les autorités ukrainiennes. Cas numéro 3, les non-ressortissants ukrainiens titulaires d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes et qui ne sont pas en mesure de rentrer
dans leur pays d'origine de manière sûre et durable. Cas numéro 4, les membres de famille. Alors après, j'ai fait un petit focus sur les étudiants. Donc, ce qui est dit aujourd'hui, c'est que les étudiants ukrainiens qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 peuvent bénéficier d'une protection temporaire. Les étudiants non ukrainiens qui bénéficient en Ukraine du statut de réfugié et qui résidaient avant le 24 février 2022. Les étudiants non ukrainiens qui résident en Ukraine et ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays d'origine. Et les membres de famille de personnes relevant des cas précédents. Alors, par rapport au droit, donc le droit de protection, c'est la protection temporaire de séjour, donc qui est différente du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, comme on peut entendre parler pour les publics demandeurs d'asile. Donc, pour pouvoir bénéficier, effectivement, on en a déjà parlé, il faut se présenter à la préfecture, muni de documents qui justifient leur situation et accompagner des membres de famille s'ils sont plusieurs personnes concernées. Les droits que permettent, les droits qui sont ouverts avec une protection temporaire de séjour. Donc, on a une délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, celle que tout le monde appelle l'APS, qui est d'une durée de 6 mois. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait au clair, mais elle pourra se renouveler jusqu'à 2 ans, voire 3 ans. On est encore, pour tout le monde, sur la première partie des 6 mois, bien évidemment. Donc, cette APS, elle porte la mention bénéficiaire de la protection temporaire. Donc, pour avoir l'APS, on se rend à la préfecture. Ensuite, une fois qu'on a son APS, on peut aller à l'OFII et on perçoit l'allocation pour demandeurs d'asile. Alors, à part effectivement cette donnée, rien ne ressemble au parcours des demandeurs d'asile. Mais en tout cas, ils reçoivent une aide financière qui est une ADA, comme pour les demandeurs d'asile. Celle-ci, elle est majorée. Donc, elle est majorée comme les demandeurs d'asile qui ne disposent pas de l'hébergement. Donc, j'ai mis à titre d'exemple, ça correspond à 14,20 € par jour pour une personne seule et environ 21 € par jour pour une mère et 2 enfants. Ça, c'est un peu la situation qu'on a retrouvée le plus souvent dans les populations déplacées. Les droits permettent aussi l'autorisation d'exercer une activité professionnelle dès la réception de l'APS. Donc ça, c'est très différent des personnes qui sont en demande d'asile, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont l'APS, ils ont le droit de travailler. Avec les mêmes conditions, effectivement, que n'importe quelle personne qui travaille avec un SMIC, etc. Donc, l'accès aux soins, on en a parlé dans les 2 précédentes présentations. Donc, la scolarisation des enfants mineurs, des modalités d'hébergement que je vous précise dans une autre slide par la suite, mais qui ne sont pas celles du DNA. Donc, le DNA, c'est le dispositif national d'accueil qui regroupe les CADA, les CPH, tous les dispositifs qui permettent d'accueillir les demandeurs d'asile et les réfugiés. Et un soutien dans l'accès au logement, des prestations familiales et des aides au logement. Après, s'il y a des questions, je pourrais aller plus en détail sur certains de ces droits pour vous apporter des éléments complémentaires. Et encore une fois, il faudra être très indulgent, je ne suis pas travailleur social. Alors, sur l'hébergement, j'ai mis quelques chiffres pour vous illustrer un petit peu la situation. Donc, au 5 mai, il y avait près de 90 000 places d'hébergement qui ont été comptabilisées en France avec un taux moyen d'occupation de 34%. Soit près de 60 000 places qui étaient, près de 60 000 places parmi les places qui étaient disponibles. Donc tout ça, ça a été coordonné par les services de la préfecture, comme on a pu l'entendre tout à l'heure avec l'exemple sur une région, sur un département, pardon, et en lien avec la cellule interministérielle de crise qui prévoyait effectivement l'arrivée de 100 000 déplacés dans les prochaines semaines. Là, on était encore mi-avril, début mai. Le droit à l'hébergement, donc Elsa en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a différentes étapes au niveau des modalités d'hébergement. Alors, en fonction effectivement des premières arrivées franciliennes et des arrivées en province, les choses se sont organisées un peu de manière différente. En tout cas, ce qu'on peut identifier comme modalité d'hébergement, donc on a eu des sas d'accueil d'urgence. C'est ce qu'on a pu entendre parler à travers les gymnases, les hôtels qui ont été mobilisés de manière assez rapide, qui étaient vraiment une prise en charge à caractère d'urgence humanitaire et pour lesquels on a dû très vite, les associations ont été sollicitées de manière, on va pas dire instantanée, mais pratiquement, il aurait fallu qu'on puisse proposer dès le lendemain des places, parce que l'urgence était là, les personnes allaient commencer à arriver. Donc, on a de nombreuses associations à avoir fait la proposition d'ouvrir des sas d'accueil, notamment dans les grandes métropoles, puisque les gymnases, c'est ce qu'on sait faire, ouvrir des choses en urgence. Alors, vu que ça reste pour quelques heures ou quelques jours.
Et puis, les hôtels, on sait aussi faire, mais on sait que quand voilà, des mamans arrivent avec leurs enfants, la situation d'hôtel, elle est bien pour gérer l'urgence, la mise à l'abri, mais il n'y a pas toujours de quoi cuisiner et, voilà, et dormir dans des situations dignes en famille. Ensuite, il y a eu aussi des hébergements type ad hoc, des bénéficiaires de la protection temporaire. Donc ça a été les hébergements transitoires. Les hébergements transitoires, c'est ceux sur lesquels les personnes peuvent rester plusieurs mois. Le temps, alors j'ai mis le temps d'une orientation vers le logement adapté, mais des fois c'est aussi le temps de retourner vers un autre hébergement transitoire, parce que ces lieux d'hébergement ont aussi été mobilisés de manière très rapide, et pour une grande partie des départements, ce sont des préfectures qui sont venues vers les associations pour leur mettre à dispo. Je vais donner un exemple qui est revenu souvent quand même, et ce sont les centres de vacances. Donc j'entendais tout à l'heure parler d'endroits bucoliques, et oui, nous aussi, on a eu l'occasion d'offrir des centres d'endroits bucoliques, comme on a pu le faire aussi sur des accueils de personnes afghanes un peu en amont. Mais voilà, il faudrait que ça reste des situations d'urgence, parce que vous pouvez vous imaginer aussi que pour l'intégration socio-pro, bien qu'ils puissent avoir accès au travail et la mobilité, voilà, ça pose encore quelques freins à l'accompagnement vers une solution un peu plus durable, un peu plus autonome. Mais en tout cas, ce sont principalement des lieux d'hébergement collectif qui ont été mis à disposition par les préfectures qui se sont mobilisées. Donc l'accompagnement social, généralement, dans ces hébergements, il est fait par des associations. Alors, nous, on en représente une, mais un grand nombre d'associations se sont mobilisées très rapidement en France, et on est vraiment sur l'ensemble des territoires. On est des associations très diverses qui avons prévu l'accueil et l'hébergement de ces personnes et leur accompagnement. La troisième étape, c'est celle qu'on est en train de travailler en ce moment avec les services de la préfecture, c'est l'accès au logement. Alors, il commence à se mettre en place sur un ensemble de départements de l'IML dits réfugiés, qui sont un peu fléchés pour les déplacés ukrainiens. L'idée, c'est de pouvoir accompagner de manière plus durable, donc des mères principalement des mères, hein, on est à 80% de femmes, de familles monoparentales avec des enfants, donc 1, 2, 3 en général. Donc, c'est de pouvoir les accompagner vers du logement. Après, on ne sait pas si elles auront les mêmes modalités d'intermédiation locative que ce que l'on fait sur nos autres services d'intermédiation locative, mais ça permet en tout cas d'être une étape avant l'autre chose, puisque il faut savoir aussi que ce qu'on entend dans l'accompagnement, c'est que les personnes attendent vraiment une fin et ont vraiment cette notion de temporaire. Voilà, les plus vite ils rentreront. Enfin, certains sont dans l'optique de rentrer au plus vite, voilà, même si la réalité, voilà, n'est peut-être pas exactement celle-ci. Le droit de travailler, donc effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, donc contrairement aux demandeurs d'asile pour lesquels on doit mettre beaucoup de choses en place pour que ce soit possible que les personnes travaillent malgré qu'on ait un employeur motivé, une personne fortement mobilisée sur son parcours. Là, pour le coup, dès l'obtention de l'APS, les personnes peuvent travailler. Donc l'idée, c'est de travailler aussi avec ces personnes qui sont majoritairement des femmes, les modes de garde enfants, l'apprentissage du français. Et il y a certains métiers dans lesquels, voilà, les métiers à flux tendu, qui permettront a priori de mettre des choses en place assez rapidement. Donc 80% de femmes, après je crois que c'est même entre 80 et 85%. Le reste du pourcentage, c'est plutôt des publics, personnes porteurs de handicap, en perte d'autonomie, voilà les autres profils. Donc le droit commun, voilà, leur est appliqué, notamment en matière de rémunération. Alors après, au niveau des professions médicales, je pourrais donner le détail si c'est des choses qui vous intéressent, mais il y a certaines professions médicales qui ont le droit d'exercer en faisant une demande à l'ARS. Je pense aux médecins, je crois qu'il y a les sages-femmes. Sur le paramédical, il y a certains métiers qui sont autorisés, d'autres qui ne le sont pas. Voilà, il y a des démarches qui doivent être faites en parallèle pour avoir l'équivalence. Donc, je n'ai pas connaissance tout à fait, notamment pour les parcours de médecins, si l'équivalence peut être vraiment accélérée ou pas. Et au niveau du niveau de français, notamment pour les médecins, il peut être aussi, s'il est anglophone et que ça convient en tout cas à l'organisation d'un service, c'est des choses qui sont envisageables. Donc, je passe le droit à la santé puisqu'on en a parlé voilà, avec des experts. Le droit à la scolarité, donc du coup, il y a eu près de 14 000 élèves ukrainiens qui ont été inscrits dans des établissements scolaires. Donc, 60% sont scolarisés en école maternelle et élémentaire. Et donc, l'expérience de terrain montre qu'il y a eu, alors est-ce que c'est l'effet Covid ou pas, mais il y a eu une continuité pédagogique qui a été assurée par un grand nombre d'écoles ukrainiennes, notamment dans les villes où ça a été voilà, plutôt bombardé et pour lequel l'accès à l'école n'était plus possible. Il y a vraiment alors c'est ce qui a été remonté, une qualité du relais de l'enseignement à distance
et ce qui explique peut-être ce que j'ai entendu tout à l'heure, que certains choisissent de reprendre leurs études ou de reprendre l'école seulement en septembre, c'est qu'en fait, il y en a qui sont quand même en mesure de continuer l'année scolaire dans laquelle ils sont engagés à distance. Donc, en France, l'arrivée… C'est-à-dire en Ukraine. C'est-à-dire que les cours sont dispensés, enfin, en tout cas, il y a une éducation qui est proposée en distanciel. Alors, la personne… En ukrainien, en fait, par des En ukrainien, bah, c'est voilà, c'est le groupement d'instit, je ne connais pas exactement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui prend de la place et qui a été vraiment… Enfin, c'est très qualitatif et on a des remontées, voilà. Par rapport à l'accueil en France dans les écoles, donc on essaye tant que faire se peut de les orienter vers des UP2A comme on fait pour les demandeurs d'asile. Alors après, il y a une certaine saturation, donc après ils sont effectivement en fonction de leur secteur géographique accompagnés vers les autres écoles. Pareil, je pourrais vous en dire plus si ça vous intéresse, mais il y a des tests à l'entrée pour voir à quel niveau quel niveau ils peuvent intégrer en cours d'élémentaire. Voilà, j'ai rajouté aussi parce que je trouve que c'est important pour les jeunes de 16 à 18 ans qui n'étaient pas ou qui ne souhaitent pas être scolarisés, et encore avec cette notion de cette idée que c'est très temporaire, on essaie de se mobiliser pour essayer de travailler l'insertion socio-pro pour faire de ce temps un temps utile aussi pour le parcours du jeune. Alors, j'ai fait une petite conclusion. Après, si vous voulez, on pourra répondre à des questions sur les nouveaux, enfin, notamment sur les enjeux des accompagnateurs sociaux. Donc, il y a des choses sur lesquelles on a encore besoin de se mobiliser pour pallier aux spécificités de ces personnes qui sont des déplacés. Effectivement, l'accueil et l'accompagnement des plus vulnérables, y compris des personnes âgées porteurs de handicap. Aujourd'hui, la réponse en urgence ne suffit pas. On est vraiment en train de s'organiser, notamment avec les services de l'État, pour prendre en charge du mieux possible, parce qu'effectivement, quand on ouvre des solutions d'urgence, j'entendais encore quelqu'un tout à l'heure qui a réussi à ouvrir des chalets PMR, etc. Bon, déjà, pour nos dispositifs d'hébergement, logement, c'est pas toujours évident, mais l'idée, voilà, c'est de bien prendre en compte, en tout cas, leurs spécificités, parce que bien souvent, ce sont des personnes qui restent malheureusement plus longtemps en gymnase en Île-de-France, parce qu'en province, on n'est pas en mesure de pouvoir leur proposer des logements PMR. Et donc, le gymnase, avec la perte d'autonomie ou les personnes porteurs de handicap, bon, voilà, c'est encore moins adapté, j'ai envie de dire. Il y a aussi un travail sur les hébergeurs citoyens. Alors, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vu venir dès la forte mobilisation. On a eu un grand élan de solidarité et je trouve que c'est remarquable de pouvoir, en tout cas, compter sur les uns et les autres. Et ça nous donne encore moi, je trouve des grandes preuves d'optimisme dans notre pays. On a eu beaucoup d'hébergeurs citoyens qui se sont mobilisés dès les premières heures, mais de tout profil, sans forcément, à mon avis, anticiper quand on a mis les choses en place ce que ça allait engendrer, parce qu'une chambre de libre, on n'a pas la même langue, enfin, on a une langue différente, une culture différente, des femmes qui n'ont pas de revenus, qui arrivent, enfin, dans un premier temps, qui arrivent avec des enfants, ça déstabilise quand même une unité familiale, telle qu'elle soit. Et donc, voilà, la chute est arrivée au bout des 3 semaines, voilà. Donc, il y a eu aussi un réajustement du travail des associations entre les appariements. Et là, du coup, majoritairement, les solutions qui sont recherchées en hébergement et en logement, c'est plutôt du logement entier, c'est-à-dire des Airbnb, des gens qui mettent des Airbnb qui ne sont pas utilisés, mais qui peuvent mettre à disposition le logement entier, ce qui évite en tout cas des dysfonctionnements de cohabitation, même si tout le monde voilà, essaye de faire du compromis. Et il y a du compromis de cohabitation, et puis il y a aussi la question financière, parce que du coup, c'est faire l'avance d'aide financière pour toute cette famille-là. C'est pas toujours très évident. J'ai demandé le retour d'expérience d'une directrice nationale Asile et Intégration d'Île-de-France qui a ouvert, elle notamment, près de 600 places en Île-de-France. Et je lui demandais justement sur le côté santé, parce que on est quand même dans un centre santé spécialisé. Et effectivement, ce qui commence à avoir sur la question de la santé, c'est les décompensations. Au bout des 3 mois, il y a vraiment quelque chose qui se joue. Alors, je ne suis pas du corps médical, je vous dis, mais il y a vraiment quelque chose qui se joue autour de… elle m'expliquait vraiment que les gens passent un temps fou sur leur smartphone, que physiquement, ils ne sont plus là-bas. Et comme une grande partie d'entre eux ont les conjoints, la famille qui est restée là-bas, ils vivent en fait à travers leur smartphone ce qui se passe. Et notamment pour ceux qui ont fui des villes qui ont été bombardées, les nouvelles tombent et les mauvaises nouvelles tombent. Et il y a des fois, il n'y a pas eu de nouvelles pendant un certain temps, etc., de l'attente, etc. Donc, on arrive un peu dans une phase là où, alors, en Île-de-France, ils ont réussi avec un centre psychotrauma à mettre des choses en place vraiment pour pouvoir intervenir. Mais alors, nous, après, on en décalé, parce que l'Île-de-France a accueilli les premières personnes et après, ils ont été accompagnés vers les provinces. Donc, du coup, nous, peut-être cette vague-là, ce besoin-là, on le ressentira davantage dans le mois qui va venir.
Mais voilà, ce qu'elle disait, ce qu'elle a fait remonter aussi au niveau des services ARS Île-de-France, c'était de pouvoir être prêt, en tout cas, à prévenir cette vague de grandes souffrances psychiques et de problématiques en santé mentale qui va croître dans les mois qui viennent, avec voilà, peut-être aussi des gens qui espéraient beaucoup dans une temporalité assez courte, de revenir là, et que les choses sont, enfin voilà, entre la réalité et ce qui est en train de se passer, il y a peut-être des choses aussi qui commencent au-delà de l'urgence et de la mise à l'abri des enfants de survenir voilà, dans les prochaines semaines. Voilà le point en tout cas sur lesquels ils vont être eux vigilants. Et puis, il y a encore des choses alors malgré les textes, etc., il y a la DGEF qui est en train de travailler sur un accord pour les étrangers qui avaient un visa étudiant en cours pour qu'ils puissent bénéficier qu'ils ne bénéficient pas concrètement de la protection aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est des choses qui vont se faire, mais on peut aussi, je veux dire, pour leur défense, se dire que c'est en faisant qu'on rencontre certaines difficultés et qu'on réajuste. Donc, voilà. En tout cas, sur ces personnes-là, aujourd'hui, c'est un sujet que l'on porte. Voilà, j'espère que j'ai été synthétique, claire et. Merci beaucoup, Sandra Baudin, de cet exposé qui fait remonter beaucoup d'expériences de terrain dans cette position paradoxale qui est l'accueil de la citoyenneté, c'est-à-dire effectivement le droit à l'accès à la santé, au logement, à des aides, au travail, et puis en même temps donc cette protection, mais qui est temporaire et qui donne tous les ingrédients pour s'intégrer, mais en même temps qui va faire que c'est à durée déterminée, et donc il faut gérer cette différence qui est, je pense, un peu compliquée pour tout le monde, hein, et dont on voit les effondrements dépressifs là, qui commencent à voir le jour, qui, à mon avis, n'ont pas grand-chose forcément à voir avec le psychotrauma, mais en tout cas avec la dépression, l'épuisement, en tout cas, de l'espoir. Et justement, comment, j'aurais une question sur vous, les professionnels, comment vous avez géré cette articulation entre cette protection qui normalement c'est les réfugiés, bon, les réfugiés ils sont là pour 10 ans, et puis ces réfugiés qui sont temporaires. Comment est-ce que les professionnels, vous avez géré cette temporalité en CDD, si on peut dire? Alors, pour parler de l'exemple francilien, c'est-à-dire que l'urgence est arrivée et les équipes ont mis 3 semaines à se mettre en ordre de marche et à articuler les choses, à commencer à avoir les premières infos sur les accès aux droits, etc. Donc, c'est quand même très différent de ce qu'on fait en demande d'asile, etc. On a des cahiers des charges, on sait exactement à quels droits peuvent prétendre les uns et les autres. Alors, la question, comment ça a été géré dans l'urgence? Je pense que ça ressemblait un peu à une crise humanitaire, notamment pour les collègues d'Île-de-France, que je représente plutôt voilà, Île-de-France, et nos collègues qui sont intervenus dans les Landes. Mais ceux qui sont intervenus dans les Landes, c'est très, très récent, finalement. On parlait tout à l'heure à l'entrée, effectivement, qu'il y a eu plein de centres qui ont été ouverts de manière très rapide pour lesquels les places n'étaient pas occupées. Donc, ça s'est beaucoup organisé autour de l'Île-de-France. Voilà, avec des choses qui avançaient au fur et à mesure que les arrivées. C'était vraiment, j'ai eu l'impression en tout cas que c'était une gestion un peu humanitaire, un peu comme on a eu l'exemple malheureusement de l'arrivée des Afghanistan il y a quelques mois, et qui ressemble à mon avis plus à une crise humanitaire qu'à une crise migratoire comme celle que l'on peut gérer nous sur nos territoires, dans nos établissements CADA, CPH, etc. Et encore une fois, comment les professionnels les ont gérés, ils rencontrent encore, je pense que les accès aux comptes bancaires, tout ça, tout ce qu'on a pu rencontrer avec les demandeurs d'asile ces quelques dernières années pour lesquelles on a réussi à tirer sur les ficelles pour que ça fonctionne, mais ces choses-là donc, ont été quand même... Alors, ce qu'on peut saluer, c'est qu'il y a des choses, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, il y a des choses qui peuvent aller très vite aussi quand l'État est là pour nous soutenir, hein, parce que l'accès aux comptes bancaires, l'ouverture d'accès à la santé de manière accélérée, des cartes ADA qu'on peut remettre sous 14 jours, une APS suite à un passage préfecture, c'est hyper encourageant en tout cas pour des professionnels qui œuvrent dans le secteur de l'asile et de l'intégration. C'est-à-dire qu'il y a des choses possibles. Mais plutôt sur une gestion de crise humanitaire en fait, j'ai un peu ce ressenti-là. Et après pour les collègues qui sont plutôt en province, ça a été des acheminements, comme on a eu sur les réinstallés à l'époque syriens. Ça a été des acheminements de personnes déjà passées par l'Île-de-France pour une grande partie. Donc ça a été la mise à l'abri, mais via des hébergements ad hoc. C'était plutôt la mise à l'abri, on va dire temporaire, transitoire, parce qu'on n'est pas capable de faire depuis les hubs directement dans le logement, quoi. Ça a été donc plutôt ce qu'on sait faire sur des centres d'hébergement, quoi.
questions en salle ou sur Alors, sur en ligne, je n'ai pas de questions pour le moment. Vous pouvez en poser encore. Et dans la salle, je sais pas si vous avez des questions sur cette partie. Je n'ai pas de questions préliminaires. Bon, merci beaucoup Madame Baudin. On va, alors, il y avait une 5e intervention qui était prévue. Pour ceux qui sont présents dans la salle, vous m'avez peut-être expliqué un petit peu ces dernières minutes. J'étais en train de voir que le docteur Berger, qui est malheureusement retenu dans le service, qui ne pourra pas venir pour Je n'ai pas de cette, nouvelles, donc moi j'en ai eu. non. Donc du coup, elle ne viendra pas. Voilà, donc bah, je suis navré. On va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous les intervenants. On va se donner rendez-vous le 21 juin de 17h à 20h pour la 4e session. Un petit peu de pub. Tout à fait. Avec une session qui sera consacrée aux violences sexuelles en temps de guerre. Je vous donne également une autre information concernant une journée de rencontre qui va avoir lieu le vendredi 24 juin. Ce sont les 12e rencontres médico-juridico-sociales autour de l'enfant, avec des rencontres donc, qui auront lieu au campus Montesquieu à Pessac, durant lesquelles interviendront notamment les docteurs Ayoun et Couchet, qui sont pédopsychiatres et C'est ça psychiatres Oui. à Chalpérins. Merci Joanna, parfait. J'ai trouvé la diapo. Vous avez du coup la diapo effectivement qui Voilà. apparaît. Vous Et aurez puis, tous les documents. et puis, en effet, juste un dernier élément pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Question Psy, qui est une ligne téléphonique à vocation départementale pour les patients, les usagers, les entourages, pardon, et les professionnels, qui fonctionne du lundi au vendredi de 10h à 17h30 pour apporter des réponses aux patients qui en ont besoin. Ça peut être des choses toutes bêtes, hein, savoir comment ça se passe pour un suivi ou de quel centre de consultation on dépend. Ça peut être aussi aider une famille à faire accéder aux soins à un patient qui est plutôt opposant ou réticent. Et puis au niveau des professionnels, de la même manière, on peut apporter un certain nombre d'informations et pouvoir également donner des conseils thérapeutiques aux médecins généralistes, par exemple, dans l'attente d'un rendez-vous psychiatrique. Voilà, c'était l'instant réclame. J'espère ne pas en avoir abusé. J'en ai d'autres comme ça, parce qu'on en avait mis. Il y en a vraiment beaucoup d'autres, Johanna? Non. D'accord. Donc, nos collègues du 3114, Voilà. le numéro Toujours national de prévention du suicide, numéro qui, lui, est actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des infirmiers, des psychologues qui prennent les appels, que ce soit des patients, des familles, des professionnels, également des entourages endeuillés par suicide. Ça peut aller de l'entretien de réassurance au déclenchement des secours via le SAMU s'il y en a besoin. Et normalement, Il y a ma petite slide à moi après avec toutes les informations du coup pour les diapos, pour avoir les enregistrements en ligne, la page du CRP Sud ANA, etc., que vous aurez sur le document que je vous enverrai normalement demain. Voilà. Voilà, vous repartez avec plein d'informations. Merci à Merci tous. Je beaucoup. vous souhaite une très bonne soirée. Je vois qu'il n'y a pas eu de questions depuis, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Au revoir.